Chapitre 2. En vérité, nul estrée est plus vil que ces monstres contre nature, les dits sorceleurs, car ceux-ci sont le fruit d'abjectes sorcelleries et diableries, des vermines sans vertu, sans conscience ni scrupules, de véritables créatures démoniaques dont la seule faculté est d'oxyre. Il ne peut se trouver de place parmi les honnêtes gens pour des êtres tels que ceux-là. Ah pardon, c'était nul être, du coup j'ai pas capté au début, ouais. Vous m'en tiendrez pas compte, je pense. Enfin, pas rigueur. Quant à Kaer Morhen, où ces infâmes se tapissent pour s'adonner à leur épouvantable pratique, il devrait être rasé de la surface de la terre et ses vestiges recouverts de sel et de salpestre. Anonyme, monstrum ou de la description d'un sorceleur. L'intolérance et la superstition ont toujours été le fait des idiots parmi la populace, et, selon mon sentiment, jamais elles ne seront extirpées, car elles sont aussi éternelles que la bêtise même. Là où culminent aujourd'hui des montagnes, il y aura un jour les mers. Là où moutonnent aujourd'hui des mers, il y aura un jour des déserts, mais la bêtise restera la bêtise. Nicodémus de Boot, méditation sur la santé, le bonheur et la prospérité. Donc pardon, c'est effectivement là, ici que commence le chapitre 2, mais ça ne change pas grand-chose. Triss Merigold souffla dans ses mains gelées. Elle agita ses doigts et murmura une formule magique. Sa monture, un non-Grobert, réagit aussitôt au sortilège. Elle s'ébroua, renifla, tourna la tête en direction de la magicienne et lui jeta un regard humide à cause du froid et du vent. Tu as deux possibilités, mon vieux. Soit tu t'habitues à la magie, soit je te vends aux paysans pour le labour, fit Triss en tirant sur ses gants. Le hongre dressa les oreilles, expira de la vapeur par ses naseaux et s'engagea docilement sur une pente boisée. La magicienne se courba sur sa selle pour éviter les branches recouvertes de givre. La magie agit rapidement. Triss cessa de sentir les picotements de l'air glacé dans ses coudes et sa nuque, et la désagréable sensation de froid qui la contraignait à se replier sur elle-même et à rentrer la tête dans les épaules disparut elle aussi. Le sortilège qui l'avait réchauffée avait également atténué la faim qui la tenaillait depuis quelques heures. Triss se regardaillit, s'installa plus confortablement sur sa selle et se mit à observer les environs avec plus d'attention. Depuis qu'elle avait quitté le chemin battu, elle se guidait sur un mur de montagnes grises et blanchâtres, dont les cimes enneigées scintillaient d'or les rares fois où le soleil perçait à travers les nuages, le plus souvent à l'aube ou avant le crépuscule. Maintenant qu'elle était toute proche de cette chaîne de montagnes, elle devait être plus vigilante. Les terres qui entouraient Kaer Morhen étaient célèbres pour leur caractère sauvage et inaccessible. Quant à la brèche dans le mur de granit qui servait de repère, elle était difficilement distinguable pour un œil non affûté. Il suffisait d'obliquer vers l'une de nombreuses gorges ou ravines pour la perdre de vue. Triss, qui pourtant connaissait les environs, qui savait quel chemin prendre et où chercher le fameux col, ne pouvait se permettre une seconde d'inattention. La forêt s'arrêtait là. Devant la magicienne s'étendait une vaste vallée jonchée de galets, adossée à des pentes escarpées. Au fond de la combe coulait la rivière Gwenlek, la rivière des pierres blanches, qui écumait contre les blocs de pierre et les troncs d'arbres échoués. Ici, en amont, la Gwenlek n'était qu'un cours d'eau peu profond, bien que large. Il était facile de la traverser. Plus bas, à Kaedwen, au niveau du cours médian, la rivière constituait une barrière infranchissable. Elle était impétueuse et se précipitait en cascade dans de profonds abîmes. Dès qu'il eut pénétré dans l'eau, le hongre accéléra son allure, visiblement désireux d'atteindre au plus vite l'autre berge. Triss le retint légèrement. Le cours d'eau était peu profond, il dépassait à peine les canons du cheval, mais les pierres au fond de la rivière étaient glissantes, et le courant vif et rapide. L'eau bouillonnait et écumait autour des jambes de l'animal. La magicienne leva les yeux en direction du ciel. Ici, en montagne, le froid et le vent qui s'intensifiaient pouvaient annoncer une tempête de neige, et la perspective de devoir passer une nouvelle nuit dans une grotte ou dans les recoins d'une fissure rocheuse ne l'enchantait guère. Certes, si elle était contrainte à poursuivre sa route, elle pouvait le faire, même dans la tourmente, en se guidant grâce à la télépathie et en utilisant la magie
pour se prémunir contre le froid. Elle en était capable, si elle y était obligée, mais elle préférait ne pas avoir à l'être. Fort heureusement, Kaer Morhen était tout proche. Triss fit grimper sa monture sur la berge caillouteuse, un gigantesque amas de pierres lavé par les glaciers et les ruisselets. Elle s'engagea dans un passage étroit creusé dans la roche. Les parois de la gorge s'élevaient à la verticale et, plus en hauteur, séparées uniquement par la ligne étroite du ciel, elles semblaient presque se toucher. Ici, il faisait meilleur, car le vent qui mugissait au-dessus des rochers ne pouvait atteindre la magicienne. Il ne la cinglait et ne la piquait plus. Le passage s'élargissait, menant à un ravin, puis à une vallée, un incroyable synclinal circulaire recouvert d'une forêt qui s'étendait entre des rocs dentelés. La magicienne délaissa la lisière accessible et praticable pour s'enfoncer directement dans la forêt dense et profonde. Les branches mortes craquaient sous les sabots du cheval. L'animal, contraint à franchir les troncs d'arbres qui gisaient au sol, s'ébrouait et trépignait. Triss tira sur les rênes, secoua l'oreille velue du hongre et le réprimanda vertement en faisant une méchante allusion à son infirmité. Le destrier, visiblement honteux, reprit sa marche d'un pas plus régulier et assuré, choisissant lui-même la route à tracer dans les forêts. Bientôt, ils atteignirent un terrain plus dégagé et s'engagèrent dans le lit d'un ruisseau qui fluait à peine au fond d'une gorge. La magicienne scruta les alentours avec attention. Elle trouva très vite ce qu'elle cherchait. En hauteur, un imposant tronc d'arbre, sombre, nu et verdi par la mousse, était couché en travers de l'étroit couloir, appuyant ses extrémités contre de gros blocs de pierre. Triss s'en approcha pour s'assurer qu'il s'agissait bien de la voie et non d'un quelconque arbre déraciné par le vent. Elle distingua une sente étroite et peu visible qui disparaissait dans la forêt. Elle ne pouvait pas se tromper. Il s'agissait assurément de la voie, cette petite route semée d'obstacles qui entourait les forteresses de Kaer Morhen et sur laquelle les sorceleurs s'exerçaient à courir vite et à contrôler leur respiration. La voie était son nom officiel, mais Triss savait que les jeunes sorceleurs l'avaient surnommé à leur manière le Souffroir. Elle se plaqua contre l'encolure du cheval et passa lentement sur le tronc d'arbre. C'est alors qu'elle entendit un bruit de cailloux, des pas de course, rapides et légers. Elle se retourna sur ses selles, tira sur les rênes. Elle attendait que le sorceleur passe sur le tronc. Celui-ci atteignit l'arbre et le traversa en un éclair, sans ralentir, ni même s'équilibrer à l'aide de ses bras, avec légèreté, agilité, aisance et une grâce incroyable. Il fila comme un trait, s'enfonça parmi les arbres, puis disparut sans heurter la moindre branche. Triss soupira bruyamment en hochant la tête d'un air incrédule. Le sorceleur en question, à en juger par sa taille et à sa carrure, devait avoir à peine 12 ans. La magicienne talonna son cheval aubert, lui rendit la bride et se dirigea au trot en amont du ruisseau. Elle savait que la voie coupait la gorge en un autre endroit que l'on appelait le goulet. Elle souhaitait de nouveau jeter un œil sur ce petit sorceleur, car elle savait qu'aucun enfant n'avait été formé à Kaer Morhen depuis près d'un quart de siècle. Ça veut donc dire que c'est peut-être Geralt du coup, la dernière personne qui a été formée plus ou moins. Triss Merigold ne se pressait pas outre mesure. Le sentier du Souffroir traçait des courbes et des boucles dans la forêt. Pour parvenir au terme de ce parcours, le jeune sorceleur devait mettre bien plus de temps qu'elle, qui prenait un raccourci. Pour autant, la magicienne ne pouvait guère se permettre de traîner en chemin. Passé le goulet, la voie obliquait vers la forêt et conduisait directement à la forteresse. Si elle ne pouvait parvenir à rattraper le garçon au niveau du précipice, elle pouvait ne plus jamais le revoir. Elle avait déjà séjourné plusieurs fois à Kaer Morhen. Elle était bien consciente qu'elle n'en voyait que ce que les sorceleurs voulaient bien lui montrer. Triss était suffisamment perspicace pour savoir qu'il ne souhaitait pas l'informer de tout ce qui s'y faisait. Après quelques minutes de route le long du lit caillouteux de ruisseau, elle aperçut enfin le goulet, un étroit passage au-dessus de la gorge, formé de deux énormes rocs recouverts de mousse et d'arbustes difformes et rabourgis. Elle rendit la bride à sa monture. Le cheval aubert renifla et baissa la tête pour atteindre l'eau qui ruisselait entre les galets. Elle n'attendit pas longtemps.
La silhouette du sorceleur se dessina au sommet de l'un des rocs, et le garçon sauta sans freiner sa course. La magicienne entendit le bruit feutré qu'il fit en retombant. Puis, un instant plus tard, un crépitement de cailloux, le bruit sourd d'une chute et un cri étouffé, ou plutôt aigu. Triss sauta de sa selle sans réfléchir. Elle abandonna son manteau de fourrure, se hissa en hâte au sommet de la pente, à l'aide des racines et des branches des arbres. Elle atteignit le roc dans un élan fougueux, mais elle glissa sur des aiguilles de sapin et tomba sur les genoux, à côté de l'inconnu recroquevillé sur les cailloux. À sa vue, le gamin se redressa d'un bond, s'écarta en un éclair, empoigna avec prêtresse l'épée suspendue dans son dos, mais il trébucha et chuta lourdement entre les genévriers et les pins. La magicienne ne se releva pas. Elle regardait le garçon, bouche bée, parce que ce n'était pas du tout un garçon. Dessous une frange cendrée, coupée de façon irrégulière et inesthétique, deux grands yeux émeraudes, signe particulier de ce petit visage au menton fin et au nez légèrement retroussé, la regardaient intensément, des yeux qui trahissaient l'effroi. « N'aie pas peur, fit Triss sur un ton hésitant. » La fillette écarquilla les yeux plus encore. Elle était à peine essoufflée et n'avait pas l'air en âge. Il était clair qu'elle s'était exercée à courir sur le souffroir plus d'une fois. « Tu n'as rien ?» Elle ne répondit pas. Elle se releva avec souplesse et gémit de douleur. Elle fit basculer le poids de son corps sur sa jambe gauche et se pencha pour masser son genou endolori. Elle était vêtue d'une sorte de tenue en cuir, cousue, ou plutôt assemblée d'une manière qui aurait fait hurler de rage et de désespoir tout ailleurs qui se respecte. Les seules choses qui semblaient à peu près neuves et à sa taille, dans tout son attirail, étaient ses bottes, qui lui arrivaient aux genoux, ses ceintures et son épée. Une petite épée, plus exactement. « N'aie pas peur, répéta Triss, toujours à genoux. Je t'ai entendu tomber, je me suis affolé, et c'est pourquoi je me suis précipité jusqu'ici. » Excuse-moi, j'arrête pas de pratiquer le bégaiement ce soir. J'ai glissé, marmotta la fillette. Tu n'as rien de cassé ? Non, et toi ? La magicienne se mit à rire. Elle tenta de se relever, fit une grimace et poussa un juron, tandis qu'elle était traversée par une douleur qui irradiait sa cheville. Elle s'assit et étendit prudemment sa jambe en jurant de nouveau. « Viens par ici, petite, aide-moi à me relever. »« Je ne suis pas petite. »« Soit, en ce cas, dis-moi qui tu es. »« Une sorceleuse. »« Ah, alors approche-toi et aide-moi à me mettre debout, sorceleuse. » La fillette resta à sa place. Elle se balançait d'un pied sur l'autre, faisait jouer sa main gantée d'une mitaine en laine avec la ceinture de son épée et regardait Triss d'un air soupçonneux. « N'aie crainte, sourit la magicienne. Je ne suis ni une voleuse, ni une étrangère. Je m'appelle Triss Mérigold. Je me rends à Kaer Morhen. Les sorceleurs me connaissent. » Cesse de faire ces gros yeux. J'admire ta vigilance, mais sois raisonnable. Aurais-je pu arriver jusqu'ici sans connaître la route ? As-tu jamais rencontré d'être humain sur la voie ? La fillette finit par vaincre son hésitation. Elle s'approcha de la magicienne et lui tendit la main. Triss se mit debout en s'appuyant à peine sur l'enfant. Elle n'avait pas vraiment besoin d'aide. En réalité, la magicienne voulait avant tout voir la fillette de plus près et la toucher. Les yeux verts émeraude de la petite sorceleuse ne trahissaient encore aucun symptôme de la mutation, et le toucher de sa petite main ne déclenchait pas ce léger et agréable fourmillement caractéristique chez les sorceleurs. Les cheveux cendrés de l'enfant, bien que celle-ci ait couru sur le souffroir avec une épée dans le dos, n'avaient pas été soumis à l'épreuve des herbes ni aux modifications. Cela, Triss en était certaine. « Montre-moi ton genou, petite. »« Je ne suis pas petite. Excuse-moi. Tu dois sûrement avoir un nom. »« Oui, je m'appelle Ciri. »« Enchanté, Ciri. Approche, veux-tu. Je n'ai rien. Je veux voir à quoi ressemble ce rien. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ce rien ressemble à s'y méprendre à un trou dans les bas de chausse et à une plaie à vive. Tiens-toi tranquille et n'aie pas peur. »« Je n'ai pas peur. Aïe !» La magicienne se mit à rire, puis frotta sa main fourmillante de magie contre sa hanche. La fillette se pencha pour regarder son genou. « Oh !» s'écria-t-elle. « Ça ne me fait plus mal. Et le trou a disparu. Est-ce de la sorcellerie ? Tu as deviné. Tu es une sorcière ? En effet. Mais j'avoue préférer que l'on me dise magicienne. Pour éviter de te tromper, tu peux m'appeler par mon prénom, Triss, tout simplement. Viens, Ciri. Mon cheval m'attend en bas. Nous ferons la route ensemble jusqu'à Kaer Morhen. Je devrais plutôt courir. Ciri hocha la tête en signe de refus. Ce n'est pas bon d'interrompre sa course, parce qu'alors qu'il y a du lait qui se forme dans les muscles. Gérald dit que
Gérald est à la forteresse? Ciri se rembrunit, pinça les lèvres et jeta des regards furtifs à la magicienne dessous sa frange cendrée. Triss rit de nouveau. Bon, c'est d'accord, fit-elle. Je ne te poserai plus de questions. Un secret, c'est un secret. Tu as raison de ne pas le trahir en le révélant à une personne que tu connais à peine. Viens, nous verrons sur place qui est au château et qui n'y est pas. Quant à tes muscles, ne t'en soucie pas. Je sais comment remédier à la formation d'acide lactique. Voici mon destrier, je vais t'aider. Triss tendit la main à Ciri, mais celle-ci n'avait pas besoin d'aide. Elle sauta sur la selle avec habileté et légèreté, sans presque aucun contre-coup. Surpris, le hongre s'agita et trépigna, mais la fillette saisit rapidement les rênes et le calma. Tu sais t'y prendre avec les chevaux, à ce que je vois. Je sais m'y prendre avec tout. Rapproche-toi de l'arçon. Triss mit un pied à l'étrier et empoigna les crinières du cheval pour s'aider à grimper. Fais-moi un peu de place, et prends garde à ne pas me crever un œil avec ton épée. Talonné par la magicienne, le hongre suivit le lit du ruisseau au pas. Ils longèrent un nouveau couloir, puis s'huissèrent sur une colline. Du sommet, il était enfin possible de voir les ruines de Kaer Morhen, adossées à des escarpements rocheux. La forme trapézoïdale du mur d'enceinte, en partie détruite, les vestiges de la barbacane et du portail, la tour bombée et obtuse du donjon. Le hongre s'ébroua alors qu'il franchissait la douve sur l'urine du pont. Triss tira sur les rênes. Elle n'était guère impressionnée par les crânes et les squelettes pourris qui s'entassaient au fond de la douve. Elle les avait déjà vus. « Je n'aime pas ça, fit soudain la fillette. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Les morts devraient être enterrés. Sous un terre funéraire, pas vrai ?» C'est exact, confirma la magicienne sur un ton câble. C'est aussi ce que je crois. Mais les sorceleurs considèrent cette nécropole comme un rappel. Un rappel de quoi? Kaer Morhen fut assailli. Triss dirigea son cheval vers les arcades brisées. Un combat sanglant eut lieu ici, au cours duquel presque tous les sorceleurs périrent. Seuls survécurent ceux qui n'étaient pas dans la forteresse à ce moment-là. Qui les a attaqués et pourquoi? Je l'ignore, feignit Triss. Cela s'est passé il y a vraiment très longtemps. Ciri. Pose la question aux sorceleurs. Je l'ai déjà fait, répondit la fillette en marmonnant, mais ils n'ont pas voulu me le dire. Je les comprends, pensa la magicienne. On ne parle pas de cela à un enfant apprenti sorceleur, encore moins une fillette qui n'a pas encore été soumise aux modifications mutationnelles. On ne raconte pas ce massacre à un enfant. On ne le ferait pas avec l'idée qu'il pourrait lui aussi entendre un jour les paroles vociférées alors par les fanatiques qui marchaient sur Kaer Morhen. Mutant monstre, être étrange, maudit des dieux, créature contre nature. Non, je ne suis guère surprise d'apprendre que les sorceleurs n'ont pas raconté cela, petite Ciri. Moi-même, je ne le dirai pas. Vois-tu, j'ai bien plus de raisons encore de me taire, parce que je suis une magicienne et qu'à l'époque, sans l'aide des magiciens, les fanatiques n'auraient jamais pris la forteresse. Quant à ces odieux pamphlets, ce monstrume largement colporté qui a excité les fanatiques et les a poussés à cette tuerie, il semblerait avoir été aussi l'œuvre d'un magicien anonyme. Et moi, petite Ciri, je ne reconnais pas la responsabilité collective. Je ne ressens pas le besoin d'exprimer pour un événement qui a lieu un demi-siècle avant ma naissance. Ces squelettes, supposés servir... Ça fait une catastrophe. Ces squelettes, supposés servir de rappel éternel, vont enfin pourrir jusqu'au bout. Ils seront réduits en poussière et voleront vers l'oubli, emportés par le vent qui fouette sans cesse les pentes montagneuses. Ils ne veulent pas rester ainsi, fit soudain Ciri. Ils ne veulent pas être considérés comme un symbole, une source de remords ou une mise en garde. Mais ils ne veulent pas non plus que le vent les emporte leurs cendres. Triss releva brusquement la tête en entendant la voix de la fillette changer. Elle perçut aussitôt une aura magique et les pulsations sonores du sang dans ses tempes. Elle se détendit, mais ne prononça pas un mot par crainte d'interrompre ou de perturber ce qui était en train de se passer. Un tertre funéraire ordinaire. La voix de Ciri était de moins en moins naturelle. Elle devenait métallique, caverneuse et menaçante. Un monticule de terre que les orties recouvriront. La mort a des yeux bleus et froids. À la hauteur de l'obélisque importe peu, tout comme les inscriptions qui y seront gravées. Qui d'autre que toi, Triss Merigold, la 14e du monde, peut-il mieux le savoir? La surprise figea la magicienne. Elle voyait les mains de la fillette se crisper sur la crinière du cheval. « Tu es morte sur le mont, Triss Merigold, reprit la voix menaçante et étrangère. Pourquoi es-tu venue jusqu'ici? Rebrousse chemin, immédiatement. Quant à cet enfant de sang ancien, emmène-la avec toi pour la remettre entre les mains de ceux à qui elle appartient.
Fais-le, 14e. Parce que si tu ne le fais pas, tu mourras une nouvelle fois. Le jour viendra où le monde te rappellera à lui. La tombe commune et l'obélisque sur lequel est gravé ton nom te rappelleront à eux. Le hongre s'ébroua. Ciri s'agita soudain et tressaillit. Que s'est-il passé demanda Triss, en tentant de maîtriser sa voix. La fillette toussa, passa les deux mains dans ses cheveux, puis se frottra le visage. Rien, murmura-t-elle sur un ton hésitant. Je suis fatiguée, c'est à cause de ça que je me suis endormie. Je devrais courir. L'aura magique avait disparu. Triss sentit une soudaine vague de froid envahir tout son corps. Elle essaya de se convaincre qu'il ne s'agissait là que de l'effet d'un sortilège de protection qui s'éténuait, mais elle savait qu'il n'en était rien. Elle leva les yeux vers la forteresse en pierre qui écarquillait sur elle les orbites noires et vides de ces meurtriers en ruine. Un frisson la parcourut. Le cheval fit sonner ses fers contre les dalles de la cour. Excusez-moi. La magicienne sauta rapidement de sa selle et tendit la main à Ciri. Elle profita de ce contact pour envoyer une impulsion magique à l'enfant avec prudence. Elle fut très surprise. Elle ne ressentit rien, aucune réaction, aucune réponse et aucune résistance. Il n'y avait aucune trace de magie chez cette fillette qui, à l'instant, avait concentré une aura extraordinairement puissante. Elle était redevenue une enfant ordinaire, mal habillée, aux cheveux maladroitement coupés. Pourtant, un moment plus tôt, cette fillette avait cessé d'être une enfant ordinaire. Triss n'eut pas le temps de réfléchir à cet étrange événement. Elle entendit le grincement de la porte ferrée lui parvenir depuis la cavité sombre du couloir qui s'ouvra derrière le portail défoncé. Elle fit glisser son manteau de fourrure sur ses épaules, retira sa toque en renard et, d'un mouvement rapide de la tête, libéra son abondante chevelure, de belles et longues boucles aux reflets dorés dont la couleur rappelait celle de la jeune châtaigne et qui était sa fierté et son signe distinctif. Ciri poussa un soupir de surprise. Triss lui sourit, contente de l'effet produit. Les beaux cheveux longs et flottants étaient une rareté. Ils les renseignaient sur la position de la femme, son statut, et signifiaient sa liberté, sa suffisance. Ils étaient l'attribut des femmes extraordinaires, tandis que les demoiselles ordinaires portaient des nattes et que les femmes mariées ordinaires dissimulaient leurs cheveux sous des coiffes ou des guimpes. Les dames de haut lignage bouclaient leurs cheveux et les modelaient. Les guerrières, quant à elles, portaient des cheveux courts. Seules les druidesses et les magiciennes, les prostituées aussi, s'affichaient les cheveux au vent afin de signer leur liberté et leur indépendance. Les sorceleurs surgirent comme d'habitude, sans prévenir, sans bruit et d'on ne sait où. Ils se tenaient devant la magicienne. Grands, sveltes, les bras croisés sur la poitrine, le poids du corps sur la jambe gauche, dans une position qui, comme elle le savait, leur permettait d'attaquer en une fraction de seconde. Ciri se posta à côté d'eux, dans une position identique. Elle avait l'air très amusant dans sa tenue caricaturale. « Bienvenue à Kaer Morhen, Triss. »« Bonjour, Geralt. » Il avait changé. Il donnait l'impression d'avoir vieilli. Triss savait que c'était biologiquement impossible. Certes, les sorceleurs vieillissaient, mais à un rythme trop lent pour qu'un simple mortel ou une magicienne comme elle puisse constater les effets du temps sur eux. Cependant, il lui suffit d'un regard pour comprendre que la mutation pouvait en effet retarder le processus physique du vieillissement, mais pas le processus psychique. Le visage de Geralt, sillonné de rides, en était la preuve flagrante. Triss, mue par un sentiment de profonde tristesse, détacha son regard des yeux du sorceleur aux cheveux blancs. Des yeux qui, à n'en pas douter, avaient vu beaucoup trop de choses. Au reste, elle n'y avait pas trouvé ce qu'elle avait espéré. « Bienvenue, répéta-t-il. Nous sommes heureux que tu aies bien voulu venir jusqu'à ici. » À côté de Geralt se tenait Eskel, semblable au loup, comme il s'était agi de son propre fer, hormis la couleur de ses cheveux et la longue cicatrice qui lui déformait la joue, et Lambert, le plus jeune sorceleur de Kaer Morhen qui, comme à l'accoutumée, affichait une horrible grimace ironique. Vézimir n'était pas là. « Nous te souhaitons la bienvenue, Triss, et te prions d'entrer, fit Eskel. Il fait froid, et il y a un vent à décorner les bœufs. Ciri, comptes-tu aller comme ça? Cette invitation ne te concerne pas. Le soleil est encore haut dans le ciel, bien qu'on ne le voit pas. Tu peux encore t'entraîner. »« Oh là !» intervint la magicienne dans un mouvement qui fit ondoyer ses cheveux. « La courtoisie dans l'antre des sorceleurs n'est plus de ce qu'elle était, à ce que je vois. Ciri était la première à m'accueillir en ces lieux. Elle m'a conduit jusqu'à la forteresse. Elle devrait donc me tenir compagnie. Ciri est en apprentissage ici à Merigold.
L'ampère crispa son visage dans une parodie de sourire. Il l'appelait toujours ainsi, Mérigold, sans autre titre ni prénom. Triss détestait cela. C'est une élève et non un majordome. L'accueil des invités, fût-il aussi charmant que toi, ne fait pas partie de ses obligations. Allons-y, Ciri. Triss haussa légèrement les épaules en finant de ne pas voir le regard gêné de Geralt et d'Eskel. Elle se tut. Elle ne voulait pas les mettre dans une situation plus embarrassante. Par-dessus tout, elle ne souhaitait pas que les sorceleurs remarquent à quel point la fillette l'intéressait et la fascinait. « Je vais emmener ton cheval à l'écurie », proposa Geralt en prenant les rênes. Triss fit glisser sa main discrètement pour la joindre à la sienne. Leurs regards se croisèrent. « Je t'accompagne, fit-elle sur un ton détaché. J'ai quelques petites choses dans mes sacoches dont j'aurai besoin. » « Tu m'as causé moult soucis, il y a peu, marmonna-t-il aussitôt après avoir passé la porte de l'écurie. J'ai vu ton imposant tombeau de mes propres yeux. L'obélisque qui rappelle ta mort, héroïque au cours de la bataille de Soden. Des nouvelles me sont parvenues seulement tout récemment, me disant qu'il s'agissait d'une erreur. Je ne comprends pas comment on ait pu te confondre avec une autre Triss. C'est une longue histoire, répondit-elle. Je te la raconterai à l'occasion. Quant aux soucis que j'ai pu te causer, daigne me les pardonner. Il n'y a rien à pardonner. Ces derniers temps, j'ai eu peur de raison de me réjouir, et la joie que j'ai ressentie lorsque j'ai appris que tu étais en vie n'a pas vraiment d'égal, sauf peut-être celle que je ressens à présent que je te vois. Triss sentit que quelque chose se brisait en elle. Tout au long de la route, elle avait été tiraillée entre la crainte de revoir le sorceleur aux cheveux blancs et l'espoir de cette rencontre. Ensuite, il y avait eu ce visage fatigué, éprouvé, ses yeux omnivoyants et malades, ses paroles froides et mesurées, incroyablement calme et pourtant si débordante d'émotion. Elle se jeta à son cou, d'un seul élan, sans réfléchir. Elle lui prit la main et la plongea impétueusement dans ses cheveux pour la poser sur sa nuque. Un fourmillement lui parcourut le dos et l'emplit d'une sensation telle qu'elle faillit pousser un cri de plaisir. Pour le retenir, ses lèvres cherchèrent celles de Geralt et se pressèrent contre elle. Triss tremblait en se blottissant de tout son être contre le sorceleur. Elle faisait naître son désir et le faisait grandir en elle, s'oubliant de plus en plus. Geralt, lui, ne s'oubliait pas. « Triss, je t'en prie. »« Oh, Geralt, j'ai tellement... »« Triss !» Il la repoussa délicatement. « Nous ne sommes pas seuls. Ils arrivent. » Petit peu d'eau pour ma gorge déshydratée. La magicienne jeta un œil vers l'entrée. Un instant s'écoula avant qu'elle aperçoive les ombres des sorceleurs qui approchaient. Un moment après seulement, elle entendit leurs pas. De toute évidence, son ouïe, qu'elle considérait comme fine, soit dit en passant, ne pouvait pas concurrencer celle d'un sorceleur. « Triss, ma petite fille. Vézimir !» Oui, Vézimir était réellement vieux. Qui sait s'il n'était pas plus vieux que Kaer Morhen, mais il s'avança vers elle d'un pas rapide, énergique et souple, et l'étreignit vivement de ses mains vigoureuses. « Je suis heureuse de te revoir, grand-père. Embrasse-moi, mais non, pas sur les mains, petite sorcière. Tu les baiseras lorsque je passerai de vie à trépas, ce qui devrait sans doute advenir bientôt. Oh, Triss, comme il est heureux que tu sois venu. Qui d'autre que toi pourrait me guérir ? » ?»« Te guérir ? Toi ? Mais de quel mal ? Hormis peut-être de tes puérilités. Bats les pattes de mes fesses, vieillard, ou je mets le feu à ta barbe blanche. Pardonne-moi, j'oublie toujours que tu as grandi et que je ne peux plus te prendre sur mes genoux, ni te donner de petites tapes amicales. Quant à ma santé... Attends, mais c'est un peu pédophile ce passage. Quant à ma santé, oh Triss, il ne fait pas bon de vieillir. J'ai des rhumatismes à en pleurer. Viendras-tu en aide à un vieil homme, mon enfant ? Oui, je t'aiderai. La magicienne se dégagea de la puissante étreinte de Vézimir et porta son regard sur le sorceleur qui l'accompagnait. Celui-ci était jeune et semblait du même âge que Lambert. Il portait une petite barbe noire qui ne parvenait pas, toutefois, à masquer les profondes cicatrices de variole qu'il avait sur le visage. C'était plutôt inhabituel pour un sorceleur. Ces derniers étaient d'ordinaire fortement immunisés contre les maladies infectieuses. Triss Mérigold, Cohen. Geralt fit les présentations. Cohen passe son premier hiver avec nous. Il vient du nord, de Povis. Le jeune sorceleur s'inclina. L'iris de ses yeux, dont la couleur oscillait entre le jaune et le vert, était anormalement claire, et leur cristallin, strié de filets rouges, indiquait que le processus de mutation oculaire était lourd et complexe.
Soit dit en passant, petit passage hors livre, petite recommandation que je vous fais. Si je sais pas si on va parler plus tard dans le livre du processus de mutation sur les sorceleurs, mais euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le processus de mutation des sorceleurs, qu'est-ce qu'on leur a fait, comment ça se fait et l'impact que ça a sur eux. euh, Il y a le film sur The Witcher qui s'appelle Wiedźmin, qui est un film polonais qui date un peu, du coup qui est en polonais, mais qui est intéressant parce qu'au tout début, on parle de ça justement et on nous montre ça. Du coup voilà, si vous voulez avoir un peu plus de lore que ce qu'il y a dans le livre, je vous recommande d'aller voir ce film qui... Il est un peu ancien, donc ça fait un peu kitsch à certains moments, mais il y a des passages, ils sont intéressants quand même. Enfin, si vous aimez l'histoire de The Witcher, bien sûr. Viens, mon enfant, dit Vésimir en la prenant par la bras. Une écurie n'est pas un endroit pour accueillir une invitée, mais j'avais tellement hâte de te revoir. Dans la cour, dans l'angle d'un mur à l'abri du vent, Ciri s'entraînait sous l'œil attentif de Lambert. Tout en oscillant habilement sur une posture suspendue à des chaînes, elle attaquait, l'épée au poing, un sac de cuir ceint de lanières de sorte à imiter un corps humain. Triss s'arrêta. « C'est mauvais, hurlait Lambert. Tu t'approches trop près. Et ne donne pas de coups dans le vide, je te l'ai déjà dit, avec la pointe de ton épée, sur la carotide. Où les humanoïdes ont-ils une carotide? Au sommet de la tête? Que t'arrive-t-il? Concentre-toi un peu, princesse. » Ah, pensa Triss. C'est donc vrai, ce n'était pas une légende. J'avais raison. Elle décida de passer à l'attaque sans plus attendre, sans laisser au sorceleur l'occasion de chercher des faux fiants. C'est la célèbre enfant surprise, dit-elle en désignant Ciri. À ce que je vois, vous avez entrepris d'accomplir les volontés du sort et de la destinée. Mais vous avez sans doute confondu les fables, mes amis. Dans les histoires que l'on me racontait, les petites bergères et les orphelines devenaient des princesses. Et là, je constate que l'on fait d'une princesse une sorceleuse. Ce dessin ne vous semble-t-il pas quelque peu audacieux? Vésimir dirigea ses yeux vers Geralt. Le sorceleur aux cheveux blancs ne soufflait mot. Le visage impassible, il n'avait pas réagi, pas même d'un battement de paupières, au regard implorant du vieillard. « Ce n'est pas ce que tu crois, dit Vésimir, en s'éclaircissant la voix. Geralt l'a amenée, l'automne dernier. Elle n'a personne à part. Triss, comment ne pas croire à la destinée alors que... Qu'est-ce que la destinée a à voir avec le maniement de l'épée? Nous lui apprenons le maniement de l'épée, car que pouvons-nous lui apprendre d'autre, fit Geralt à mi-voix, alors qu'il se tournait vers elle et qu'il la regardait droit dans les yeux. Nous ne savons rien faire de plus. Destinée ou pas, Kaer Morhen est sa maison à présent, ou au moins pour un certain temps. L'entraînement ou le maniement des armes l'amuse. Il la garde en bonne santé et en bonne condition physique. Il lui permet d'oublier la tragédie qu'elle a vécue. C'est sa maison à présent, Triss. Elle n'en a pas d'autre. Nombreux sont les Centrasiens à s'être réfugiés à Verden, à Bruges ou en Témérie et dans les îles de Skellige après la défaite. La magicienne soutint le regard du sorceleur. Parmi eux, il y a des suzerains, des barons, des chevaliers, des amis, des proches, tout comme des hommes véritablement dévoués, des sujets de cette fillette. Ses amis et ses proches ne l'ont pas cherché après la guerre, ils ne l'ont pas retrouvé. Parce qu'elle ne leur était pas destinée, lui répondit Triss dans un sourire à moitié franc mais superbe. Elle ne voulait pas qu'il lui parle sur ce ton. Le sorceleur haussa les épaules. Triss, qui le connaissait un peu, changea aussitôt de tactique et renonça à ses arguments. Elle regarda de nouveau Ciri. La fillette, qui se déplaçait sur la poutre avec agilité, avait réalisé un demi-tour, porté par un léger coup d'épée, et effectuait aussitôt un dégagement. Le mannequin touché se balançait au bout de sa corde. « Ah, enfin !» s'écria Lambert. « Tu as finalement compris. Recule-toi et recommence. Je veux m'assurer qu'il ne s'agisse pas d'un coup de chance. » Cette épée semble très tranchante. Triss se tourna vers les sorceleurs. Cette poutre paraît glissante et instable. Quant à son instructeur, il a l'air d'un idiot qui déprime son élève avec ses hurlements. Ne craignez-vous pas qu'il arrive malheur à cet enfant, mais peut-être pensez-vous que sa destinée la protégera de tout accident. Ciri s'est entraînée sans épée pendant presque 6 mois, expliqua Quen. Elle sait se déplacer, et nous faisons attention parce que... Excusez-moi. Parce que c'est sa maison, conclut Geralt d'une voix basse mais ferme, sur un ton qui signifiait que la discussion était close. Justement, parlons-en, fit Vésimir dans un profond soupir. Triss, tu dois être épuisé. As-tu faim? Je ne dirais pas le contraire, soupira-t-elle. Elle abandonna l'idée de chercher les yeux de Geralt du regard. À dire vrai, je ne tiens plus debout.
J'ai passé la nuit dernière sur la route, dans une cabane de berger à moitié détruite, enfouie sous la paille et les copeaux de bois. J'ai isolé cette ruine à l'aide de la magie, sans quoi je crois que je me serais transformé en glaçon. Je rêve de draps propres. Tu vas dîner avec nous maintenant. Ensuite, tu dormiras tout ton saoul et tu te reposeras par moi. Nous avons préparé notre meilleure chambre, celle de la tour. Nous y avions installé le lit le plus confortable dont nous disposons à Kaer Morhen. Merci, répondit Triss en lui adressant un léger sourire. Dans la tour, pensa-t-elle. Soit, Vézimir. Ce soir, je peux dormir dans la tour, si tu tiens aux apparences. Je peux dormir dans le meilleur des lits qui se trouve à Kaer Morhen, même si j'aurais préféré coucher dans le pire de tous, à condition d'être avec Geralt. Allons-y, Triss. Oui, allons-y. Attendez, juste pause 2 secondes. Elle ressemble à quoi, Triss Merigold dans la série? Ah, c'est elle. Ok. Excusez-moi, j'ai juste... Tout à l'heure on parle de Triss et j'arrivais pas à me la visualiser dans ma tête et ça me perturbe. Le vent faisait claquer le volet et ondulait les vestiges d'une tapisserie mangée par les mythes avec lesquels la fenêtre avait été calfeutrée. Triss était couchée dans son lit, le plus confortable de tout Kaer Morhen, dans l'obscurité la plus complète. Elle ne parvenait pas à s'endormir, et ce n'était pas à cause du fait que le meilleur lit de Kaer Morhen était en réalité une relique dans un état de délabrement avancé. Triss réfléchissait intensément. Les pensées qui la maintenaient éveillée tournaient autour d'une seule et même question. Pourquoi l'avait-on fait venir à la forteresse? Qui l'avait demandé? À quelle fin? La maladie de Vézimir ne pouvait être autre chose qu'un prétexte. Vézimir était un sorceleur. Qu'il soit également un homme d'un âge très avancé ne changeait rien au fait que nombre de jeunes gens pouvaient lui envier sa santé. Si seulement il s'était avéré que le vieillard avait été piqué par le dard d'une manticore ou mordu par un loup-garou, Triss aurait pu concevoir qu'on les fait venir auprès de lui. Mais pour des rhumatismes, c'était une plaisanterie. Vézimir aurait pu se soigner seul. Les rhumatismes étaient un mal peu étonnant entre les murs affreusement froids de Kaer Morhen. Avec un élixir de sorceleur ou, plus facilement encore, avec une eau de vie de grain à usage interne autant qu'externe, il n'aurait eu besoin ni d'une magicienne, ni de ses filtres, de ses amulettes ou de sa magie. Qui donc l'avait fait venir? Geralt? Triss se roula dans les draps, envahi par une vague de chaleur et un sentiment d'excitation accru par la colère. Elle jura en silence, donna un coup de pied dans la couette et se tourna sur le côté. Le lit antique grinça et craqua au niveau des jointures. Je ne parviens pas à me contrôler, se dit-elle. Je me comporte comme une sotte, ou, pis encore, comme une vieille fille en mal d'amour. Je n'arrive même pas à penser de manière logique. Elle pensa un nouveau juron. Bien sûr que ce n'est pas Geralt. Du calme, ma petite, du calme. Rappelle-toi son expression dans l'écurie. Tu l'as déjà vue, ma belle. Tu la connais bien, alors ne te fais pas d'illusions. C'est là l'expression, stupide, contrite et embarrassée des hommes qui veulent oublier, qui regrettent, qui ne veulent pas se souvenir de ce qui s'est passé, ni revenir sur ce qui était. Par tous les dieux, ne crois pas que cette fois-ci soit différente, c'est toujours la même chose, et tu le sais très bien, parce que tu en as l'habitude, ma belle. Pour ce qui était de sa vie sexuelle, Triss Merigold pouvait se considérer comme une magicienne typique. Tout avait commencé par le goût amer du fruit défendu, très attrayant, en dépit du règlement sévère de l'académie, et des interdits posés par les maîtresses chez lesquelles elle était en apprentissage. Ensuite vinrent l'indépendance, la liberté, et la folle multiplicité des aventures amoureuses qui se terminaient, comme de coutume, dans l'amertume, la désillusion et la résignation. S'ensuivit un long moment de solitude, puis elle découvrit que les hommes, avant tout désireux de devenir ses seigneurs et maîtres après l'avoir possédé, ne lui étaient d'aucune utilité pour se libérer du stress et des tensions. Pour calmer ses nerfs, elle trouva d'autres moyens moins embarrassants, qui, par ailleurs, ne tachaient pas les essuie-mains de sang, ne lâchaient pas de vent sous la couette et n'exigeaient pas de petit déjeuner au réveil. Ensuite vient une période, courte mais amusante, de fascination pour les représentants de son sexe, qui l'amena à la conclusion suivante. Les salissures,
Les vents et la gloutonnerie n'étaient pas uniquement le fait des hommes. Finalement, comme presque toutes les magiciennes, elle était passée aux liaisons avec d'autres sorciers, sporadiques et agaçants de par leur caractère froid, technique et presque rituel. C'est alors qu'était apparu Geralt de Rive, un sorceleur à la vie mouvementée, qu'une relation étrange, orageuse et pleine de rebondissements unissait à Yennefer, la meilleure amie de Triss. D'accord. Tu viens d'embrasser le mec de ta meilleure amie. Très bien. Bah écoute. Celle-ci observait ce couple et elle en était jalouse, bien qu'il n'y ait de toute évidence rien à envier. Indéniablement, cette union rendait malheureuse les deux amants. Elle allait droit à sa perte, faisait souffrir et contre toute logique, elle durait. Triss ne parvenait pas à le comprendre, et cela la fascinait, à tel point que... Elle envoûta le sorceleur, aidée un peu par la magie. Le moment était opportun. Yennefer et lui s'étaient de nouveau querellés et séparés brutalement. Geralt avait besoin de chaleur, et il voulait oublier. Non, Triss ne désirait pas le ravir à Yennefer. En fin de compte, elle tenait beaucoup plus à son ami qu'à lui. Mais sa courte relation avec le sorceleur ne la déçut pas. Elle y avait trouvé ce qu'elle cherchait, de l'émotion, sous la forme d'une culpabilité, d'une peur et d'une douleur. Sa douleur à lui. Triss avait vécu cette émotion. Elle avait été transportée par elle. Elle n'avait pu oublier Geralt lorsqu'ils s'étaient séparés. La magicienne avait appris ce qu'était la souffrance, peu de temps auparavant, lorsqu'elle avait désiré de tout son être se retrouver avec lui, ne serait-ce que pour un instant, un seul instant. À présent, elle était si proche du sorceleur. Triss serra son poing et donna un coup dans l'oreiller. « Non, se dit-elle, non, ne sois pas stupide, ma petite. Ne pense plus à ça, pense à... » À Ciri ? Serait-ce cela ? Oui, c'était bien la véritable raison de son séjour à Kaer Morhen. Cette petite fille aux cheveux cendrés dont on voulait faire ici une sorceleuse, une véritable sorceleuse. Une mutante, une machine à tuer comme ils l'étaient tous. Tout est clair, pensa-t-elle soudain, alors qu'une vive excitation recommença à l'envahir, cette fois complètement différente de la première. C'est évident, ils veulent muter l'enfant, la soumettre à l'épreuve des herbes et aux modifications, mais ils ignorent comment faire. Des anciens, il ne subsiste que Vézimir, mais il n'était qu'un maître d'armes. Le laboratoire caché dans les souterrains de Kaer Morhen, les folles empoussiérées, contenaient les élixirs légendaires, les alambics, les fours et les cornus. Aucun d'entre eux ne sait comment s'en servir. Il est certain qu'un magicien renégat a élaboré ces élixirs en des temps très reculés. Ses successeurs ont amélioré la formule des années durant. Leur magie a contrôlé le processus de modification auquel étaient soumis les enfants. Mais à un moment donné, la chaîne a été rompue. Le savoir des magiciens et leurs compétences ont fait défaut. Les sorceleurs ont les herbes, ils ont le laboratoire, ils connaissent la formule, mais il leur manque un magicien. Qui sait, se dit-elle encore, peut-être ont déjà-t-ils essayé, peut-être ont-ils donné aux enfants une décoction préparée sans l'aide de la magie. Elle frémit à l'idée de ce qui a pu alors se passer avec ses enfants. À présent, pensa-t-elle, ils désirent muter une fillette, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, ce qui voudrait dire qu'ils me demanderaient de les aider. Je verrai alors ce qu'aucun magicien vivant n'a encore vu, je connaîtrai ce qu'aucun magicien vivant n'a encore connu, les fameuses herbes, les secrets des cultures virales jalousement gardées, les formules énigmatiques devenues célèbres. Et c'est moi qui administrerai la série d'élixir à cet enfant aux cheveux cendrés, moi qui observerai ses modifications mutationnelles. Je verrai de mes propres yeux comme cet enfant s'éteint. Oh non, Triss s'émit de nouveau. Jamais, pas à ce prix. Du reste, pensa-t-elle, je crois que je m'excite encore un peu trop. Il ne s'agit peut-être pas de cela finalement. Au cours du dîner, nous avons discuté. Nous avons parlé de choses et d'autres, et j'ai tenté à plusieurs reprises d'orienter notre conversation sur l'enfant surprise. Sans résultat. Les sorceleurs changeaient aussitôt de sujet. Elle les avait observés. Vézimir était tendu et avait l'air embarrassé. Geralt semblait inquiet. Lambert et Eskel, anormalement joyeux et loquaces. Et Cohen, trop désinvolte pour être digne de confiance. Seule Ciri était sincère et ouverte. Les joues rosies par le froid, les cheveux ébouriffés, elle était joyeuse et avait un appétit d'ogre. Ils avaient dîné d'une épaisse soupe à la bière, avec ses croûtons et son fromage fondu. Et Ciri s'était étonnée de ne pas avoir de champignons sur la table. Ils avaient bu du cidre, mais la fillette s'était vue servir de l'eau.
ce qui l'avait grandement surprise et contrariée. Où est la salade s'était-elle soudain écriée, après quoi Lambert l'avait sévèrement grondé et lui avait ordonné d'enlever ses coudes de la table. Des champignons de la salade, en décembre? Bien sûr, pensa Triss, ils la nourrissent avec ces fameux saprophytes de caverne et ces herbes des montagnes inconnues de la science. Ils lui font boire ces célèbres infusions à la composition secrète. La fille, elle grandit vite, elle acquiert une solide condition physique, celle des sorceleurs. Cela de manière naturelle, sans mutation, sans risque, sans révolution hormonale. Mais une magicienne ne doit pas le savoir, non, cela doit rester secret. Ils ne me diront rien, ne me montreront rien. J'ai vu cette fillette courir, j'ai vu danser avec son épée sur la poutre, agile et rapide, avec la grâce d'une danseuse, d'un chat même, elle se mouvait comme une acrobate. Je dois absolument l'avoir déshabillée, pensa-t-elle. Je dois voir la manière dont son corps s'est développé sous l'influence de la nourriture qu'elle reçoit ici. Et si je parvenais à dérober et emmener avec moi des échantillons de ces champignons et de cette salade, eh bien... Mais c'est étrange de vouloir voir une petite fille à poil quand même. Alors même si c'est pour l'étudier quand même. La confiance. Je me fiche de votre confiance, les sorceleurs. Partout ailleurs sévissent le cancer, la variole noire, le tétanos et la leucémie. Il y a déjà des leucémies à l'époque. Il y a des allergies, il y a le syndrome de mort subite des nourrissons. Et vous cachez au monde vos champignons, dont il sera peut-être possible de tirer des remèdes capables de sauver des vies. Vous les gardez secrets même vis-à-vis de moi, à qui vous déclarez votre amitié, votre respect et votre confiance. Moi, qui ne puis même pas voir votre laboratoire, et encore moins vos champignons de malheur. Pourquoi donc m'avez-vous fait venir, moi, une magicienne? La magie? Triss se mit à rire en silence. Ah, se dit-elle, je vous tiens les sorceleurs. Ciri vous a effrayé, autant qu'elle m'a effrayé, moi. Elle s'est plongée dans un rêve tout éveillé. Elle s'est mise à prophétiser, à prédire l'avenir, à dégager une aura que vous savez ressentir presque aussi bien que moi. Sous le coup d'une impulsion, elle a pris une chose à l'aide de la psychokinésie, ou bien elle a tordu une cuillère en étain par sa seule force mentale, alors qu'elle la fixait au cours du déjeuner. Elle a répondu aux questions que vous vous posiez mentalement, et peut-être même à celles que vous n'osiez pas poser. Vous avez donc été pris de panique, vous avez compris que votre enfant surprise était plus surprenante que vous l'aviez imaginé. Vous avez compris qu'une source était à Kaer Morhen, que vous ne vous en sortirez pas sans magicienne. Or, vous ne connaissiez point d'autre magicienne amie en qui vous ayez toute confiance, à part moi et... Yennefer. Le vent hurla au dehors. Il fit claquer le volet et souleva la tapisserie. Triss se retourna sur le dos et, absorbée par ses pensées, elle se mit à ronger l'ongle de son pouce. Geralt n'a pas invité Yennefer, il m'a invité moi. Cela voudrait-il dire que... Qui sait? C'est probable. Mais si c'est le cas, alors pourquoi ne m'a-t-il pas rejointe, lâcha-t-elle dans un cri étouffé, en plein cœur de l'obscurité, pleine de rage et de désir. Celles lui répondirent, le vent mugissant entre les ruines de la forteresse. La matinée était ensoleillée, mais diablement fraîche. Triss se réveilla, transie de froid. Elle n'avait pas assez dormi, mais elle était sereine et décidée. Elle descendit à la grande salle la dernière. Elle reçut avec satisfaction les hommages que les sorceleurs lui rendirent du regard et qui récompensaient ses efforts de toilette. Elle avait échangé sa tenue de voyage contre une robe... Merci Hater White pour le follow. Merci beaucoup à toi. Installe-toi et mets-toi bien. Elle avait échangé sa tenue de voyage contre une robe élégante, bien que simple, et avait savamment usé de ses parfums magiques et de ses phares, non magiques mais extraordinairement chers. Elle déjeuna d'une bouillie d'avoine et échangea quelques propos avec les sorceleurs sur des sujets banals et de moindre importance. « Encore de l'eau » s'écria soudain Ciri en regardant l'intérieur de son gobelet. « Elle agace mes dents. Je boirais bien de ma boisson, la bleue. » « Tiens-toi droite, intervint Lambert en jetant un regard à Triss du coin de l'œil. Et ne t'essuie pas ta bouche avec ta manche. Finis de manger, il est temps de reprendre l'entraînement. Les jours sont de plus en plus courts. Geralt, Triss termina sa bouillie. Ciri est tombée sur la voilière. Rien de grave, mais
C'était à cause de cet accoutrement grotesque. Il est mal ajusté et entrave ses mouvements. Vésimir se racla la gorge et détourna le regard. « Ah !» fit en penser la magicienne. « C'est donc là ton œuvre, maître d'armes. Il est vrai que le pourpoint de Ciri semble avoir été taillé à l'aide d'une épée et cousu avec la pointe d'une flèche. » Bonsoir, un grand merci à toi pour ta lecture audio. J'ai passé le précédent confinement à faire l'inventaire de ma bibliothèque avec tes lectures du en fond sonore. Je t'en suis très reconnaissant. Eh bien, merci beaucoup à toi pour le message, ça me fait très plaisir. Et tant mieux si j'ai pu t'aider avec mes lectures audio pendant le confinement. C'est avec plaisir. Si ça peut vous aider à passer le temps, à aller mieux ou toute autre chose, c'est avec plaisir. Mais merci à toi pour ton message, ça me fait très plaisir. Les jours sont en effet de plus en plus courts, reprit-elle sans attendre d'autres commentaires. Mais nous raccourcirons plus encore la journée d'aujourd'hui. Ciri, tu as terminé ? Suis-moi, veux-tu ? Nous allons apporter quelques modifications indispensables à ton habit. Elle court avec celui-ci depuis 1 an, Mérigold, répliqua vertement Lambert. Et tout allait bien jusqu'à ce que vienne une femme qui ne puisse souffrir ses oripeaux mal ajustés. Tu as raison, Lambert, mais cette femme est là, et l'ordre établi s'en trouve bousculé. Le temps des grands changements est arrivé. Viens, Ciri. La fillette hésita, puis jeta un regard à Geralt. Celui-ci lui adressa un signe de tête approbateur et un sourire. Un beau sourire, comme il a été capable d'en faire autrefois lorsque Triss détourna le regard. Ce sourire ne lui était pas destiné. La jalousie. La jalousie d'une femme. La petite chambre de Ciri était une copie fidèle des cellules des sorceleurs. Comme elle était pratiquement dépourvue de mobilier. La pièce était presque vide, hormis un lit confectionné avec quelques planches, un tabouret et un coffre. Les sorceleurs décoraient les murs et les portes de leurs cellules avec les peaux des bêtes qu'ils chassaient, des cerfs, des lynx, des loups et même des gloutons. En revanche, sur la porte de la chambre de Ciri était suspendue la peau d'un énorme rat avec son écœurante queue recouverte d'écailles. Triss dut vaincre en elle son désir d'arracher cette horreur nauséabonde pour la jeter par la fenêtre. Debout, près de son lit, la fillette la regardait dans l'expectative. « Nous allons tenter d'ajuster un peu mieux ton fourreau, déclara la magicienne. J'ai toujours été douée pour la couture. Cette peau de chèvre ne devrait donc pas me poser trop de problèmes. Et toi, sorceleuse, as-tu déjà tenu une aiguille entre tes doigts ? T'a-t-on appris à faire autre chose que transpercer de ton épée des sacles remplis de foin ?» Elle dit ça avec tellement de mépris, genre... T'as appris à faire des choses utiles à part la bagarre ou pas, là ? Quand j'étais à Autre-Rive, à Kegan, précisément, eh bien, j'étais obligé de filer du lin, marmonna Ciri avec dégoût. On ne me laissait pas coudre parce que je ne faisais que gâcher le lin et gaspiller du fil. Il fallait tout défaire après moi. C'était terriblement ennuyeux, ce filage. Berk. Certes, Triss se mit à rire. Il est difficile de trouver chose plus ennuyeuse que le filage. Moi aussi, je détestais cela. Tu étais obligé de filer ? Moi je l'étais parce que... Mais pourtant toi tu es une magicienne. Tu peux tout faire avec la magie. Cette belle robe, tu l'as fait apparaître grâce à tes pouvoirs ? Non, le répondit Triss dans un sourire. Mais je ne l'ai pas cousue non plus de mes propres mains. Je ne suis pas doué à ce point. Et comment vas-tu t'y prendre avec mon habit ? Tu vas le faire apparaître ? Ce n'est pas nécessaire. Une aiguille magique suffira, à laquelle nous donnerons un peu d'ardeur grâce à une formule. Et, s'il le faut... Triss passa lentement sa main au-dessus du trou béant de la manche du petit pourpoint et murmura une formule magique qui fit réagir son amulette. Il ne resta plus aucune trace du trou. Ciri poussa un cri de joie. « C'est de la magie, je vais avoir un pourpoint magique !» Jusqu'à ce que je t'en couse un moi-même, simple mais convenable. Bien. À présent, ôtez-moi tout cela, chère demoiselle, et changez donc de tenue. Vous devez bien avoir un autre, n'est-ce pas ? Ciri acquiesça. Elle souleva le couvercle de son coffre et présenta à la magicienne une robe ample, aux couleurs passées, un petit gilet gris, une chemise en lin et une veste en laine rappelant un sac de la pénitence. « C'est à moi, déclara-t-elle. Je suis arrivée ici habillée ainsi, mais je ne les porte plus à présent.
Ce sont des vêtements de bonne femme. Je vois, fit Triss dans une grimace ironique. Habit de bonne femme ou pas, tu dois le revêtir pour l'instant. Allons, plus vite, déshabille-toi. Laisse-moi t'aider. Maugre bleu, qu'est-ce que la Ciri? Les bras de la fillette étaient couverts de gros hématomes parcourus de filets de sang. La plupart avaient déjà jauni, mais certains étaient récents. Que diable est-ce donc là? Répéta la magicienne en colère. Qui donc t'a bouché ainsi? Ça? Ciri regarda ses bras, apparemment étonnée du nombre de bleus. C'est le tourniquet, j'étais trop lente. Quel tourniquet par la malpeste? Ben, le tourniquet, répéta Ciri en levant ses grands yeux vers la magicienne. C'est un genre de... j'apprends à esquiver les attaques avec lui. Ça a de grands bras en bois et ça tourne. Il faut faire des sauts rapides et des esquives. Il faut avoir de bons réflexes. Quand on n'a pas de réflexes, eh bien le tourniquet te donne un coup avec ses bras. Au début, il m'a bien rossé, ce tourniquet, mais maintenant... Enlève tes bas de chaussures et ta chemise. Oh, pars-toi les yeux, ma fille. Comment parviens-tu seulement à marcher, à courir? En vrai? Ce qui est chiant, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Mais c'est que dans ce livre... Attends, c'est là où il y a mon doigt. Genre, il y a des mots qui sont... Ça a été inversé, genre à l'impression. Et dit comme ça, c'est anodin, mais c'est chiant parce que bah, du coup, ça me fait bugger parfois. Parce qu'il y a des mots qui sont volontairement pas des mots de la langue française parce que c'est des mots propres à l'univers. Et du coup, ça me fait bugger dans ma phrase. Genre, j'ai lu ça, j'ai fait les flex. Oui, je pense que c'est réflexe du coup. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu d'édition où il y a autant de mots. Genre, c'est pas la première fois. Je pense depuis le début, il y a bien une vingtaine de mots comme ça qui ont été mal imprimés. C'est un peu dommage. Les hanches et la cuisse gauche de la fillette étaient bleu marine, à cause des échymoses et des bosses. Ciri frémit et siffla tout en reculant devant la main de la magicienne. Triss poussa un juron absolument ignoble, digne d'un nain. Ça aussi, c'est à cause du tourniquet, demanda-t-elle en tentant de garder son calme. Ça? Non. Tiens, là, c'est à cause du tourniquet. Ciri montra avec indifférence un énorme bleu sur son tibia, sous le genou gauche. Quant aux autres, c'est à cause du pendule. J'apprends les pattes d'escrime avec le pendule. Geralt dit que je suis doué à présent. Il dit que j'ai du talent. Oui, du talent. C'est parfois des mots de vieux français ou des monstres qui sont nommés. Ouais, c'est pour les monstres. Oui, mais après pour les mots comme ça, je pense pas. C'est quoi du coup on va regarder. Ça se trouve c'est un mot de vieux français, c'est moi qui ai un gros coup. Non, bon du coup là c'était bien un mot mal imprimé. Les réflexes n'existent pas, c'était bien réflexe. Mais oui, c'est vrai que parfois aussi, et c'est ça qui peut rendre un peu compliqué parfois la lecture de The Witcher. Enfin, je dis pas ça en excuse, toutes les fois j'ai bégayé, hein. Mais c'est qu'effectivement, comme tu dis, il y a des mots parfois où c'est des noms de monstres, du coup c'est des mots que tu connais pas dans la langue française, ou c'est des mots assez anciens parce que c'est dans un style assez médiéval quand même. Et du coup parfois c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas un peu compliqué, mais c'est pas aussi simplement qu'un roman classique parce que c'est pas le même type de vocabulaire, mais en même temps c'est ce qui fait le charme de The Witcher, donc ça serait pas comme ça serait moins drôle. Et si tes réflexes te font défaut, demanda Triss en grinçant des dents, alors je suppose que le pendule t'assène un coup. Bien sûr, acquiesça la fillette qui regardait la magicienne et s'étonnait visiblement de son ignorance, et même un sacré coup. Et là, sur le côté, qu'est-ce que c'était? Le marteau d'un forgeron? Ciri souffla de douleur et rougit. Je suis tombé de l'échelier. Et l'échelier t'a flanqué un coup lui aussi, acheva Triss, qui avait de plus en plus mal à garder son froid. Ciri pouffa. Comment un échelier pourrait-il flanquer des coups alors qu'il est planté dans le sol? C'est impossible. Je suis tout simplement tombé. Je m'entraînais à faire des pirouettes en l'air et j'ai raté mon coup. Le bleu, c'est à cause de ça, parce que je me suis cogné au montant. À seul texte est quelquefois mal corrigé, les maisons d'édition payent au lance-pierre les traducteurs et les forces à travailler plus vite qu'avant, ça donne des coquilles. C'est sûr, ouais. Je vois souvent ça sur Twitter, genre les auteurs ou les gens qui travaillent sur la production des livres qui le disent en mode yes, on est payé des misères. C'est sûr que ça motive pas forcément. Puis de toute façon, enfin, en fait, même s'ils seraient bien payés et qu'on leur donnerait le temps de travailler, genre
Le livre, il fait 400 pages, genre qu'il y ait une coquille de frappe dans 400 pages, c'est pas... C'est un peu casse-pied sur le moment, mais c'est pas si grave, quoi. Genre c'est normal, ça arrive à tout le monde de faire des petites erreurs. Et tu es resté alité 2 jours? Tu avais des difficultés à respirer, des douleurs? Pas du tout. Cohen m'a massé à cet endroit et m'a remise sur l'échelier. C'est ce qu'il faut faire, tu sais. Autrement, tu auras toujours peur. Que dis-tu? Tu auras toujours peur, répéta fièrement Siri en dégageant son front de sa frange cendrée. Tu l'ignorais? Même s'il t'arrive quelque chose, tu dois tout de suite remonter sur les agrès, parce que sinon, tu continueras à avoir peur, et alors, tu ne tireras rien de ton entraînement. Il ne faut jamais abandonner. C'est Geralt qui me l'a dit. Je dois me rappeler cette maxime, déclara Magicienne entre ses dents, mais aussi du fait qu'elle vient de Geralt. C'est une bonne leçon de vie, mais je doute qu'elle soit efficace en toutes circonstances. Il est plutôt facile de l'appliquer aux dépens des autres. Ainsi dis-tu, il ne faut pas abandonner. Que l'on te batte, que l'on te roue de coups de 1000 manières, tu dois te relever et continuer l'entraînement. Bien entendu, un sorceleur n'a peur de rien. Vraiment? Et toi, Ciri? As-tu donc peur de rien? Réponds-moi sincèrement. Ça me fait moins mal aux yeux que le nom de lieu de personne traduite en français. Tu m'étonnes, genre... Ça fait mal. Ça m'a fait bizarre quand j'ai regardé la série en anglais, parce qu'en anglais, il y a Mousesack du coup. Et j'arrivais pas à trouver qui c'était, alors pourtant c'est un personnage qui est dans les livres aussi. Mais du coup, dans les livres, traduction française, c'est Sac à souris. Et voilà, la traduction est bien, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre du coup les noms traduits, parce que suivant la version, tu regardes après, t'es en mode, mais attends, qui c'est ce con? En fait, non, ce con, c'est le même personnage. La fillette détourna la tête et se mordit les lèvres. Tu ne le diras à personne? Je te le promets. Ce qui me fait le plus peur, ce sont les 2 pendules, en même temps, et puis le tourniquet, mais uniquement lorsqu'on le fait tourner vite. Il y a aussi la longue bascule, quand je m'entraîne dessus, je suis encore obligé d'avoir des protectives. Lambert me traite de lourbaude et de gourde, mais c'est même pas vrai. Geralt a dit qu'avec la répartition de mon poids, c'était un peu différent parce que je suis une fille. Je dois tout simplement m'entraîner davantage, à moins que... Je devrais te demander quelque chose, je peux? Bien sûr. Si tu t'y connais en magie et en sortilège, si tu sais faire des tours, pourrais-tu faire de moi un garçon? Non, répondit Triss sur un ton glacial. Je ne le pourrais pas. La petite sorteleuse se rembrunit visiblement. Et pourrais-tu au moins... Oui, quoi? Pourrais-tu faire en sorte que je ne doive plus... Ciri se mit à rougir. Je préfère te le dire à l'oreille. Parle. Triss se pencha vers la fillette. Je t'écoute. Ciri approcha son visage devenu cramoisi de la chevelure châtain de la magicienne. Celle-ci se releva en sursaut, ses yeux s'enflammèrent. Aujourd'hui, maintenant? Par tous les dieux, hurla la magicienne. Elle donna un coup de pied dans le tabouret qui vola contre la porte et fit tomber les pots de rats. Peste, vérole, lèpre et choléra. Je crois bien que je vais massacrer tous ces maudits imbéciles. Mouseback dans la série, ils l'ont massacré d'emblée de jeu, ça m'a fait bizarre. Ouais, c'est ça. Mousesack ou Mouseback, ils l'ont vraiment... Yes, dans la série, il a fait mal. Mais après, pour des noms qui sont comme ça va. Genre Geralt, Yennefer, c'est pas trop massacré, mais dès que c'est des noms qui ont une signification dans la langue, les traducteurs veulent absolument traduire la signification dans notre langue, mais des fois c'est un peu stupide parce que ça n'a pas vraiment la même signification. Tout simplement, ça fait bizarre quand tu parles pas avec le même prénom. Calme-toi, Marigold. Tu te fais du mal pour rien, déclara Lambert. Ne me dis pas ce que je dois faire et cesse de m'appeler par mon patronyme. Le mieux serait d'ailleurs que tu te taises. Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Vésimir, Geralt, l'un de vous aurait-il vu le nombre de bleus, de bosses ou d'échymoses qu'a cet enfant? Elle a des marques sur tout le corps. Ma fille, répondit Vésimir sur un ton grave, ne te laisse pas emporter par tes émotions. Tu as reçu une éducation différente. Tu as connu une autre manière d'élever les enfants. Ciri est originaire des royaumes du Sud. Là-bas, les fillettes et les garçons sont éduqués de la même manière. Il n'y a point de distinction, tout comme chez les elfes. À 5 ans, on la faisait monter sur un poney. À 8 ans, elle allait déjà à la chasse à cheval. Elle a appris à se servir d'un arc, d'une lance et d'une épée. Les hématomes ne sont pas une chose nouvelle pour Ciri. Ne venez pas me conter des sornettes sans portatrice. Ne faites point les idiots avec moi.
Il ne s'agissait pas ici de poney, ni de promenade à cheval ou en traîneau, mais bien de Kaer Morhen. Des dizaines de garçons, des vagabonds forts et aguerris, qui avaient été recueillis comme vous sur les routes tirées du ruisseau, ont déjà eu les os brisés ou le con rompu à cause de vos tourniquets, de vos pendules ou de votre souffroir. Et pourtant, c'étaient des garçons que leur vie de maraud et de vaurien avait déjà rendu solides. Quelles sont les chances de Ciri? Bien qu'elle ait été élevée dans les royaumes du Sud, à la manière des elfes, sous la main de fer d'une femme comme la lionne Calante, cette petite est et reste une princesse, avec une peau délicate, une construction fragile, une ossature grêle. C'est une fillette. Qu'est-ce que vous voulez faire d'elle? Un sarceleur? Cette fillette, fit Geralt à voix basse et sur un ton calme, cette princesse fragile et délicate, a survécu au massacre de Cintra. Livrée à elle-même, elle est parvenue à se faufiler entre les cohortes de Nilfgaard. Elle a échappé aux maraudeurs qui rôdaient dans les villages, se livrait au pillage et tuait tout le monde sur son passage. Elle a survécu pendant 2 semaines dans les forêts d'Autre-Rive, complètement seule. Elle a erré un mois durant avec un groupe de réfugiés, travaillant aussi durement qu'eux, affamés comme ils ont pu l'être. Elle a connu presque 6 mois de dur labeur à la ferme, auprès du bétail, après avoir été recueillie par une famille de paysans. Crois-moi, Triss, la ville a déjà marqué, forgé et endurci, tout comme nous et les autres vauriens ramassés sur les routes et formés à Kaer Morhen. Ciri n'est pas plus faible que ces bâtards abandonnés, tels des chatons dans un panier, dans les auberges où descendent les sorceleurs. Quant à son sexe, quelle importance! Et ainsi naquit le nom franchouillard de Azeaf, Vivrac, Catral, Au Jardin, Académie, Lancélion, Port-Réal, Poix. Ouais, non mais ces noms ça fait mal, je suis d'accord avec toi. C'était une traduction de nom de lieu, c'est même de personnage. Après en soi c'est tout un débat. Est-ce qu'il faut, pour une traduction, laisser les noms originaux, euh, quitte à que tout le monde du coup comprenne pas la subtilité qu'il y a derrière, ou du coup vouloir essayer de traduire cette subtilité pour que la personne puisse comprendre que le nom n'a pas été donné au hasard, genre qu'on l'a pas appelé Michel parce qu'on a envie qu'il s'appelle Michel parce qu'on n'avait pas d'autre idée, mais qu'il a un autre prénom parce qu'il y a une réelle signification derrière, que ce soit sur son destin, sur ses valeurs, quelque chose comme ça. C'est tout un débat, je pense, sur la traduction des noms dans les œuvres. Tu poses encore la question? Tu oses la poser, s'écria la magicienne. Quelle importance, dis-tu? Eh bien, figure-toi que c'est une fille. Elle est donc différente de vous autres, et certains jours sont particuliers pour elle. Or, elle les supporte vraiment mal. Et vous voudriez lui faire cracher ses poumons sur votre souffroir ou vos maudits tourniquets? Bien qu'en colère, Triss se délectait des mines ahuries des jeunes sorceleurs et de celles de Vézimir, dont la mâchoire s'était soudain affaissée. Vous ne le saviez même pas, protecteur de cette douleur, reprit Triss en hochant la tête, toujours sur un ton de reproche, mais cette fois plus soucieux que vindicatif. Elle n'a pas osé vous le dire, parce qu'on lui a pris à terre cette indisposition face aux hommes, à la honte de sa faiblesse, de sa douleur et de sa maladresse ces jours-là. L'un de vous avait-il déjà pensé à cela? S'en était-il inquiété? Avait-il tenté de comprendre ce qui l'incommodait? Peut-être même a-t-elle perdu du sang pour la première fois ici, à Kaer Morhen. Peut-être même a-t-elle pleuré la nuit. Nous trouverons auprès de vous aucune compassion, aucun réconfort, aucune compréhension. Y avez-vous seulement pensé? Assez, Triss, intervint Geralt en poussant un gémissement discret. Il suffit. Tu as obtenu ce que tu voulais, et peut-être même plus encore. Par la malpeste, Jorakoen. Nous sommes passés pour de beaux idiots vraiment. Ah, Vézimir. Que toi tu... Silence, gronda le vieux sorceleur. Tais-toi. La plus inattendue fut la réaction d'Eskel. Il se leva, s'avança vers la magicienne, et, s'inclinant bien bas, prit la main de celle-ci pour la baiser avec respect. Triss la retira aussitôt, non pas pour faire montrer de sa colère, de son énervement, mais pour faire cesser la vibration agréable qui était apparue au contact du sorceleur et qui la parcourait tout entière. Eskel dégageait de fortes vibrations, plus fortes que celles de Geralt. Triss, fit-il en posant une main gênée sur la grosse cicatrice qu'il avait à la joue. Aide-nous, nous t'en prions, aide-nous, Triss. La magicienne le regarda droit dans les yeux et pinça les lèvres. Comment? En quoi devrais-je vous être utile, Eskel? Ce dernier frotta de nouveau sa cicatrice et lança un regard à Geralt. Le sorceleur aux cheveux blancs baissa la tête et se cacha les yeux derrière la main. Vézimir se racla la gorge bruyamment. Au même moment, la porte grinça et Ciri pénétra dans la grande salle.
Le raclement de gorge de Vézimir se transforma en un râle sonore. Lambert ouvrit grand la bouche, et Triss contint son rire. La fillette, les cheveux soigneusement coupés et coiffés, était vêtue d'une robe bleu foncé, ajustée à sa taille, qui porte encore les marques de son transport dans les sacoches de la magicienne. Elle s'approcha du vieux sorceleur à petits pas, retenant délicatement les pans de sa robe. À son cou brillait un autre présent de Triss, une petite vipère noire en cuir, luisant sertie d'un rubis, avec un fermail en or. Ciri s'arrêta devant Vézimir. Ne sachant trop que faire de ses mains, elle planta ses pouces derrière sa ceinture. C'est en effet un débat et la traduction peut enrichir de nouvelles subtilités intéressantes. Je ne suis pas contre traduire même si ça vient de l'italien. Trecere, trahir. Il faut parfois un peu trahir le sens premier pour qu'un texte vive. Ça permet à la Bible de survivre autant. Cependant, j'ai toujours un peu de mal avec les noms. Ah, je savais pas que traduire ça venait des termes trecere. Ben, merci à toi pour cet apport de connaissances. Et du coup, pour l'apport de connaissances de tous les gens qui regarderont sur, sur YouTube. Parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que tu viens de dire. Oui, mais je suis d'accord avec toi, effectivement. La traduction doit parfois un peu. Il faut pas traduire bêtement, littéralement les choses, mais essayer de comprendre ce qu'a voulu été dit, quitte à parfois s'en détacher un petit peu pour pouvoir faire quelque chose qui a du sens. Parce que je pense, et du coup, je pense à ça rejoint aussi ce que tu es en train de dire, qu'une traduction doit avoir du sens, tu dois faire passer quelque chose et non pas juste bêtement changer des caractères pour que ça aille dans une autre langue, quoi. Enfin oui, parce que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut trahir un peu le sens parfois pour arriver. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout ce qui est les blagues, je trouve ça totalement stupide. Désolé pour les gens de YouTube si vous saoule ce petit aparté, hein. Mais moi je trouve ça totalement stupide, peu importe l'œuvre, hein. Le fait de traduire les blagues littéralement, ça se fait beaucoup dans les séries anglaises, genre type How I Met et tout, de traduire certaines blagues littéralement dans la version française. Et je trouve ça totalement stupide parce qu'il y a des trucs qui sont des jeux de mots ou des références qui sont propres à une culture ou à une langue, et du coup de traduire littéralement, je trouve ça stupide parce que du coup t'as pas de sens pour la personne qui voit la traduction. Ce qui rejoint du coup ce que tu dis, Ethervit, où du coup parfois il faut peut-être trahir un peu le sens de la blague de base pour quand même avoir du sens à la personne qui va lire la traduction. Enfin voilà. Merci du coup pour l'apport de l'origine du mot trahir pour le chat, enfin pour YouTube. Et du coup n'hésitez pas aussi sur YouTube à prendre part à ce débat si cela vous intéresse. Je ne peux m'entraîner aujourd'hui, récita-t-elle lentement et distinctement dans le silence le plus profond, parce que je suis... Elle regarda la magicienne. Triss lui fit un clin d'œil accompagné d'une mimique digne d'un polisson, content de faire sa farce. Puis, elle remuait les lèvres pour lui souffler la suite de la phrase. Indisposé, acheva Ciri d'une voix forte et fière, son nez retroussé vers le plafond. Vézimir se remit à tousser bruyamment, mais Esquel, ce cher Esquel, ne perdit pas contenance et se comporta une nouvelle fois comme il convenait de le faire. Bien entendu, dit-il d'un ton détaché, accompagné d'un sourire. Il va de soi que nous suspendrons l'entraînement jusqu'au terme de ton indisposition. Nous écourterons également ton apprentissage théorique et, au cas où tu te sentirais mal, nous l'éjournerons aussi, si tu avais besoin de médicaments ou de... Je m'en chargerai, intervint Triss tout aussi calmement. Voilà un homme intelligent. Ah oui, Ciri se mit à rougir légèrement, puis elle se tourna vers le vieux sorceleur. Oncle Vézimir, j'ai demandé à Triss, c'est-à-dire à Dame Mérigold, parce que, enfin, eh bien, j'ai demandé de rester avec nous, plus longtemps, très longtemps. Mais Triss a dit que tu devais donner ton accord, parce que, oh, s'il te plaît, oncle Vézimir, dis oui. C'est d'accord, fit Vézimir d'une voix enrouée. J'accepte. Nous sommes enchantés. Geralt venait juste d'enlever la main de son front. Cela nous fait vraiment plaisir, Triss. La magicienne lui adressa un léger signe de tête et battit des cils avec ingénuité, en enroulant une boucle de ses cheveux châtains autour de son doigt. Le visage de Geralt resta de marbre. Tu agis avec grâce et bienveillance, Ciri, en proposant à Dame Mérigold de prolonger son séjour à Kaer Morhen, poursuivit-il. Je suis fier de toi.
Euh, Ciri s'empourpra et lui adressa un large sourire. La magicienne lui fit de nouveau un signe. À présent, déclara la fillette en dressant le nez le plus haut encore, je vous laisse seul, car vous désirez sans doute vous entretenir avec Triss de diverses questions importantes. Dame Merigold, oncle Vésimir, messieurs, je vous quitte. À plus tard. Elle fit une gracieuse révérence, puis quitta la grande salle et monta l'escalier d'un pas lent, plein de dignité. Bon sang, fit Lambert en rompant le silence, et dire que je ne croyais pas qu'elle était une vraie princesse. À ton avis, mais lui il est con depuis le début, c'est pas possible. Lambert, enfin. C'est la princesse Ciri, c'est la fille d'une reine, je ne pensais pas que c'est une vraie princesse, connard, c'est la fille d'une reine. Bref, excusez-moi. Vous avez compris, imbécile? Vésimir lança un regard circulaire. Si elle revient une robe le matin, qu'il ne soit pas question d'entraînement, c'est bien compris? Eskel et Cohen gratifièrent le vieillard de regards totalement dénués de respect. Lambert s'esclava ouvertement. Geralt regardait la magicienne qui lui sourit. « Je te remercie, Triss, fit-il, sincèrement. »« Les conditions ?» s'exclama Eskel, visiblement inquiet. « Triss, nous avons pourtant promis d'alléger l'entraînement de Ciri. Quelle autre condition veux-tu encore nous imposer ?»« Soit, le terme « condition » n'est peut-être pas vraiment approprié. Appelons plutôt cela des conseils. Je vais vous en donner 3, et je souhaiterais que vous les preniez en considération, si bien entendu vous tenez à ce que je reste ici avec vous et que je vous aide à élever la petite. Nous t'écoutons, fit Geralt. Parle, Triss. Avant tout, commença-t-elle avec un petit sourire insolent, il convient de varier les menus de Ciri, et limiter en particulier la consommation des herbes et des champignons secrets. Geralt et Cohen maîtrisèrent l'expression de leur visage à merveille. Lambert et Eskel, un peu moins. Vésimir, lui, ne la contrôlait absolument pas. Certes, pensa-t-elle, en regardant la mine manifestement ennuyée du vieux sorceleur, le monde était meilleur de son temps. L'hypocrisie était un vice dont il fallait avoir honte. L'honnêteté, elle, ne couvrait personne d'opprobre. Moins d'infusion, à base de ces herbes entourées de mystères, poursuivit-il, en essayant de contenir son rire, mais plus de lait. Vous avez des chèvres ici. La traite, ça n'a rien de bien difficile. Tu verras Lambert, tu apprendras en un clin d'œil. Triss, intervint Geralt, écoute. Non, toi écoute. Vous n'avez pas fait subir à Ciri de mutations violentes. Vous n'avez pas touché aux hormones. Vous n'avez pas testé sur elle vos élixirs ni vos herbes. C'est là un geste louable de votre part. Un geste sensé, responsable et humain. Jusqu'à présent, vous ne lui avez pas fait de mal avec des poisons. Alors, vous avez autant moins le droit de lui en faire maintenant. De quoi parles-tu? Des champignons dont vous gardez si bien le secret, expliqua-t-elle. Il est vrai qu'ils maintiennent la fillette dans une excellente condition physique et renforcent ses muscles. Les herbes lui assurent un métabolisme idéal et accélèrent sa croissance. L'ensemble, accompagné d'un entraînement intensif, provoque toutefois des modifications dans la construction de son corps au niveau du tissu adipeux. Je sais pas ce que c'est ce tissu. C'est une femme. Si vous n'avez pas malmené ses hormones, ne malmenez pas son corps. Elle pourrait un jour vous en vouloir de l'avoir privé avec tant d'indifférence de ses attributs féminins. Vous voyez à quoi je fais allusion. Et comment, murmura Lambert, les yeux rivés avec insolence sur la poitrine de Triss, qui banda le tissu de sa robe. Eskel toussa et jeta un regard noir au jeune sorceleur. Putain, c'est un gros beauf. Et il s'est détecté, quoi. Adipeux, gras, avantageux. Ah, super, bah merci bien pour la traduction. Je sais même plus où est-ce que c'était la phrase. Bon bref. Mais tu fais des études de lettres pour avoir toute cette connaissance sur la langue? Ou c'est juste de la curiosité parce que c'est un domaine qui te passionne? Et comment? Ah non, j'ai déjà dit ça, je crois. Pour l'instant, tu n'as rien constaté d'irréversible, j'espère, demanda Geralt lentement, en faisant également glisser son regard çà et là. Non, lui répondit-elle dans un sourire. Par chance, sa croissance est saine et normale. Ciri est constituée comme une jeune dryade. Elle est agréable à regarder. Mais utilisez les stimulants avec mesure, je vous en conjure. Je pense qu'il parlait de sa poitrine généreuse. Ouais,
Exactement, il parlait de ses gros tétés. De manière très beauf. Mais en même temps, c'est des sorceleurs. Du coup, ils sont quand même un peu beaufs. Nous le ferons, promit Vésimir. Nous te remercions pour cette recommandation, mon enfant. Quoi d'autre? Tu avais parlé de 3 conseils. C'est exact. Voici le deuxième. Il ne faut pas laisser Ciri devenir sauvage, ce qu'elle deviendra en restant ici. Elle doit avoir un contact avec le reste du monde, avec des enfants de son âge. Elle doit recevoir une bonne éducation qui la préparera à une vie normale. Pour l'instant, elle peut bien jouer avec son épée. De toute façon, sans mutation, vous n'en ferez pas une sorceleuse, mais votre entraînement ne lui fera pas de mal. Les temps sont durs et dangereux, elle saura se défendre au cas où, comme les elfes. Mais vous ne pouvez pas l'enterrer vivante, ici, dans ce lieu isolé. Elle doit avoir une vie normale. Sa vie normale a été emportée par les flammes en même temps que Cintra, marmonna Geralt. Mais soit, Triss, comme toujours, tu as raison. Nous y avons déjà pensé. Quand viendra le printemps, je l'emmènerai à l'école du temple, à Elender. Je la confierai à Nenneke. Cela est une très bonne et sage décision. Nenneke est une femme exceptionnelle. Quant au temple de la déesse Melitele, c'est un lieu unique. Il est sûr, et il garantira à la fillette une éducation appropriée. Ciri est au courant? Oui, elle a fait des scènes durant quelques jours, mais elle l'a finalement accepté. À présent, elle attend le printemps avec impatience, tout excitée à l'idée du voyage jusqu'en Témérie. Elle est curieuse du monde. Comme moi, à son âge, sourit Triss. Et cette comparaison nous rapproche dangereusement de mon troisième conseil, le plus important. Vous le connaissez déjà? N'ayez pas l'air stupide, je suis une magicienne, vous l'avez oublié. J'ignore combien de temps il vous a fallu pour découvrir les prédispositions de Ciri pour la magie. Pour ma part, cela m'a pris moins d'une demi-heure. À la suite de quoi, je savais qui elle était, ou plutôt, ce qu'elle était. Et qu'est-ce qu'elle est? Une source. C'est impossible. Tout au contraire, c'est même certain, Ciri est une source, elle possède des dons de médium. Qui plus est, ceux-ci sont vraiment très inquiétants. Et vous, mes chers sorceleurs, vous en êtes bien conscients. Vous avez remarqué ces dons dont ils vous ont inquiété. C'est pour cette seule et unique raison que vous m'avez fait venir à Kaer Morhen, n'est-ce pas, Eshtor? C'est vrai, avoua Vésimir après un silence. Triss poussa discrètement un soupir de soulagement. Elle avait un moment craint que celui-ci viendrait confirmer sa thèse, que celui qui vienne confirmer sa thèse soit Geralt. Les premières chutes de neige arrivèrent le lendemain. Faibles au départ, elles se transformèrent bientôt en tempête. La neige était tombée durant la nuit entière et, au matin, les murs de Kaer Morhen étaient ensevelis sous des congères. Il n'était pas question de courir sous le souffroir, et ce d'autant moins que Ciri ne se sentait guère mieux. Triss suspectait les stimulants des sorceleurs d'avoir perturbé le cycle menstruel de la fillette. Elle ne pouvait toutefois en être certaine, car elle ne savait pratiquement rien de ces substances médicamenteuses, et Ciri était sans conteste la seule fille sur Terre à qui elles avaient déjà été administrées. La magicienne décida de ne pas partager ses soupçons avec les sorceleurs. Elle ne voulait ni les inquiéter, ni les irriter, et préférait employer ses propres méthodes. Elle fit boire à Ciri des élixirs, lui noua un collier de jaspe active autour de la taille, sous sa robe, et lui interdit de faire le moindre effort, comme de se lancer dans une folle chasse aux rats avec son épée. Ciri s'ennuyait. Elle flânait, songeuse, dans la forteresse. Finalement, à défaut d'une autre activité, elle alla tenir compagnie à Cohen, qui mettait de l'ordre dans l'écurie, s'occupait des chevaux et réparait les harnais. Geralt, à la grande colère de la magicienne, s'était éclipsé pour la journée et n'avait réapparu que le soir avec le chevreau qu'il avait chassé. Triss l'aida à habiller le gibier. Bien qu'elle en ait horreur de l'odeur du sang et de la viande, elle voulait être près du sorceleur, le plus près possible. Cette détermination grandissait en elle. Elle n'avait pas envie de dormir seule plus longtemps. « Triss !» s'écria soudain Ciri qui descendait bruyamment l'escalier. « Est-ce que je peux dormir avec toi ce soir? S'il te plaît, dis oui, s'il te plaît, Triss !» La neige ne cessait de tomber. Le ciel ne s'éclaircissait jusqu'à mi-Davinerie, le jour du solstice d'hiver.